Boris Vian, L'écume des jours, chapitre 6 à 10. Chapitre 6. Faites-vous, Nicolas, du fricando ce soir, demanda Colin. Mon Dieu, dit Nicolas, monsieur ne m'avait pas prévenu. J'avais d'autres projets. Pourquoi, peste diable bouffre, dit Colin, me parlez-vous toujours perpétuellement à la troisième personne? Si monsieur veut m'autoriser à lui en donner la raison, je trouve qu'une certaine familiarité n'est admissible que lorsque l'on a gardé les barrières ensemble, et ce n'est point le cas. Vous êtes hautain, Nicolas, dit Colin. J'ai l'orgueil de ma position, monsieur, dit Nicolas, et vous ne sauriez m'en faire grief. Bien sûr, dit Colin. Mais j'aimerais vous voir moins distant. Je porte à monsieur une sincère, quoique dissimulée, affection, dit Nicolas. J'en suis fier et heureux, Nicolas, et je vous le rends bien. Ainsi, que faites-vous ce soir? Je resterai, une fois de plus, dans la tradition de Gouffé en élaborant, cette fois, un andouillon des îles au Porto musqué. Et ceci s'exécute, dit Colin. De la façon suivante, prenez un andouillon que vous écorcherez, malgré ses cris. Gardez soigneusement la peau. Lardez l'andouillon de pâte de homard émincée et revenu à toute bride dans du beurre assez chaud. Faites tomber sur glace dans une cocotte légère. Poussez le feu, et, sur l'espace ainsi gagné, disposez avec goût des rondelles de riz mitonnées. Lorsque l'andouillon émet un son grave, retirez prestement du feu et nappez de Porto de qualité. Touillez avec spatule de platine. Graissez un moule et rangez-le pour qu'il ne rouille pas. Au moment de servir, faites un coulis avec un sachet de litinés et un quart de lait frais. Garnissez avec les riz, servez et allez-vous-en. Je reste sec, dit Colin. Gouffé fut un grand homme. Dites-moi, Nicolas, aurais-je, sur le nez, demain, un bouton? Nicolas examina le piton de Colin et conclut par la négative. Et, pendant que j'y suis, savez-vous comment on danse le biglemois? J'en suis resté au déboîté style Boissière et à la Tramontane, créé le semestre dernier à Neuilly, dit Nicolas, et je ne possède pas à fond le biglemois, dont je ne connais que les rudiments. Croyez-vous, demanda Colin, que l'on puisse acquérir en une séance la technique nécessaire? Il me paraît que oui, dit Nicolas. Pour l'essentiel, ce n'est point compliqué. Il convient seulement d'éviter les erreurs grossières et les fautes de goût. L'une d'elles consisterait à danser le biglemois sur un rythme de boogie-woogie. Ce serait une erreur. Ce serait une faute de goût. Nicolas riposa sur la table le grapefruit qu'il avait plumé durant cet entretien, et se passa les mains à l'eau fraîche. Vous êtes pressé, demanda Colin. Mon Dieu, non, monsieur, dit Nicolas, ma cuisine est en train. Alors, vous m'obligeriez en m'enseignant ces rudiments de biglemois, dit Colin. Venez dans le living room, je vais mettre un disque. Je conseille à monsieur un tempo d'atmosphère, dans le style de Chloé, arrangé par Duke Ellington, ou du concerto pour Johnny Raagis, dit Nicolas. Ce qu'outre-Atlantique on désigne par maudit ou saltritune. Moins. Chapitre 7. Le principe du biglemois, dit Nicolas, que monsieur connaît sans doute, repose sur la production d'interférences par deux sources animées d'un mouvement oscillatoire rigoureusement synchrone. J'ignorais, dit Colin, que cela mit en œuvre des éléments de physique aussi avancés. En l'espèce, dit Nicolas, le danseur et la danseuse se tiennent à une distance assez petite l'un de l'autre et mettent leurs corps entiers en ondulation suivant le rythme de la musique. Oui, dit Colin un peu inquiet. Il se produit alors, dit Nicolas, un système d'ondes statiques présentant, comme en acoustique, des nudes et des ventres, ce qui ne contribue pas peu à créer l'atmosphère dans la salle de danse. Certainement, murmura Colin. Les professionnels du biglemois, poursuivit Nicolas, réussissent parfois à installer des foyers d'ondes parasites en mettant, séparément, en vibration synchrone certains de leurs membres. Je n'insiste pas, et je vais tâcher de montrer à monsieur comment on fait. Colin choisit Chloé, comme le lui avait recommandé Nicolas et le centra sur le plateau du pick-up. Il posa délicatement la pointe de l'aiguille au fond du premier sillon et regarda Nicolas entrer en vibration.
Chapitre 8. Monsieur va y arriver, dit Nicolas. Encore un effort. Mais pourquoi, demanda Colin en sueur, prend-on un air si lent? C'est beaucoup plus difficile. Il y a une raison, dit Nicolas. En principe, le danseur et la danseuse se tiennent à une distance moyenne l'un de l'autre. Avec un air lent, on peut arriver à régler l'ondulation de telle sorte que le foyer fixe se trouve à mi-hauteur des deux partenaires, la tête et les pieds sont alors mobiles. C'est le résultat que l'on doit obtenir théoriquement. Il est, et c'est regrettable, advenu que des personnes peu scrupuleuses se sont mises à danser le biglemois à la façon des Noirs, sur tempo rapide. C'est-à-dire, demanda Colin. C'est-à-dire avec un foyer mobile aux pieds, un à la tête et, malheureusement, un intermédiaire mobile à la hauteur des reins, les points fixes, ou pseudo-articulations, étant le sternum et les genoux. Colin rougit. Je comprends, dit-il. Sur un boogie, conclut Nicolas, l'effet est, disons le mot, d'autant plus obscène que l'air est obsédant en général. Colin restait songeur. Où avez-vous appris le biglemois, demanda-t-il à Nicolas. Ma nièce me l'a appris, dit Nicolas. J'ai établi la théorie complète du biglemois au cours de conversation avec mon beau-frère. Il est membre de l'Institut, comme monsieur le sait sans doute, et n'a pas eu de grandes difficultés à saisir la méthode. Il m'a même dit qu'il avait fait ça il y a 19 ans. Votre nièce a 18 ans, demanda Colin. Et 3 mois, rectifia Nicolas. Si monsieur n'a plus besoin de moi, je vais retourner surveiller ma cuisine. Allez, Nicolas, et merci, dit Colin en enlevant le disque qui venait de s'arrêter. Chapitre 9. Je mettrai mon complet beige avec ma chemise bleue, et ma cravate beige et rouge, et mes souliers de daim à piqûres et des chaussettes rouges et beige. Je vais d'abord m'abluter, et me raser, et me vérifier. Et je vais demander dans sa cuisine à Nicolas. Nicolas, voulez-vous venir danser avec moi? Mon Dieu, dit Nicolas, si monsieur me le demande avec insistance, j'irai, mais dans le cas contraire, je serais heureux de pouvoir régler quelques affaires dont l'urgence se fait impérative. Il est indiscret, Nicolas, de vous pousser plus à fond. Je suis, dit Nicolas, président du cercle philosophique des gens de maison de l'arrondissement, et, par suite, astreint à une certaine assiduité aux réunions. Je n'ose, Nicolas, vous demander le thème de la réunion d'aujourd'hui. Il y sera parlé de l'engagement. Un parallèle est établi entre l'engagement d'après les théories de Jean Solpartre, l'engagement ou le rengagement dans les troupes coloniales, et l'engagement ou prise à gage des gens dits de maison par les particuliers. Voilà qui intéresserait Chic, dit Colin. Il est malheureusement regrettable, dit Nicolas, que le cercle soit très fermé. Monsieur Chic n'y pourrait être admis. Seuls, les gens de maison. Pourquoi, Nicolas, demanda Colin, emploie-t-on toujours le pluriel? Monsieur remarquera sans doute, dit Nicolas, que, homme de maison, reste anodin, mais que, femme de maison, prend une signification notoirement agressive. Vous avez raison, Nicolas. À votre avis, dois-je rencontrer l'âme sûre aujourd'hui? Je voudrais une âme sûre du type de votre nièce. Monsieur a tort de penser à ma nièce, dit Nicolas, puisqu'il appert des événements récents que monsieur Chic a fait son choix le premier. Mais, Nicolas, dit Colin, j'ai tant envie d'être amoureux. Une fumée légère s'échappa du bec de la bouilloire et Nicolas alla ouvrir. Le concierge montait 2 lettres. Il y a du courrier, dit Colin. Je m'excuse, monsieur, dit Nicolas, mais les 2 sont pour moi. Monsieur attend-il des nouvelles? Je voudrais qu'une jeune fille m'écrivît, dit Colin. Je l'aimerais beaucoup. Chapitre 10. Je voudrais être amoureux, dit Colin. Tu voudrais être amoureux? Il voudrait idem, être amoureux. Nous, vous, voudriez être. Il voudrait également tomber amoureux. Il nouait sa cravate devant le miroir de la salle de bain. Il me reste à mettre ma veste et mon manteau, et mon foulard et mon gant droit et mon gant gauche. Et pas de chapeau pour ne pas me décoiffer. Qu'est-ce que tu fais là?
Il interpellait la souris grise à moustache noire qui certainement n'était pas à sa place dans le verre à dents, même accoudée au bord du divers, et prenant un air détaché. Suppose, dit-il à la souris, en s'asseyant sur le rebord de la baignoire, rectangulaire d'émail jaune, pour se rapprocher d'elle, que je trouve chez les Pontozane mon vieil ami chose. La souris acquiesça. Suppose, pourquoi pas. Qu'il est une cousine. Elle serait vêtue d'un sweatshirt blanc, d'une jupe jaune et elle s'appellerait Al. Onésime. La souris se croisa les pattes et parut surprise. Ce n'est pas un joli nom, dit Colin. Mais toi tu es une souris et tu as bien de la moustache. Alors? Il se releva. Il est déjà 3 heures. Tu vois, tu me fais perdre mon temps. Chiquet? Chiquet sera certainement très tôt. Il suça son doigt et l'éleva au-dessus de sa tête. Il le redescendit presque aussitôt. Ça le brûlait comme dans un four. Il y aura de l'amour dans l'air, conclut-il. Ça chauffe. Je me lève, tu te, il se lève, nous, vous, il, le Vans, levé, lève. Tu veux sortir du verre? La souris prouva qu'elle n'avait besoin de personne en sortant toute seule et en se taillant un morceau de savon en forme de sucette. N'en colle pas partout, dit Colin. Ce que tu es gourmande. Il sortit, passa dans sa chambre et mit sa veste. Nicolas a dû partir. Il doit connaître des filles extraordinaires. On dit que les filles d'Auteuil entrent chez les philosophes comme bonnes à presque tout faire. Il ferma la porte de sa chambre. La doublure de ma manche gauche est un petit peu déchirée. Je n'ai plus de Chatterton. Tant pis, je vais mettre un clou. La porte claqua derrière lui avec le bruit d'une main nue sur une fesse nue. Ça le fit tressaillir. Je veux penser à autre chose. Supposons que je me casse la gueule dans l'escalier. Le tapis de l'escalier, mauve très clair, n'était usé que toutes les 3 marches. En effet, Colin descendait toujours 4 à 4. Il se prit les pieds dans une tringle nickelée et se mélangea à la rampe. Ça m'apprendra à dire des conneries. C'est bien fait. Tu, suis, est-il bête? Il avait mal au dos. Il comprit pourquoi en arrivant en bas et retira une tringle entière du col de son par-dessus. La porte extérieure se referma sur lui avec un bruit de baiser sur une épaule nue. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette rue? Il y avait, au premier plan, 2 terrassiers qui jouaient à la marelle. Le ventre du plus gros sautait à contretemps de son propriétaire. Pour palais, il se servait d'un crucifix peint en rouge auquel il manquait la croix. Colin les dépassa. À droite, à gauche, s'élevaient de belles constructions de turquoise avec des fenêtres à guillotine. Une femme se penchait à une fenêtre. Colin lui envoya un baiser et elle lui secoua sur la tête la descente de lit en moleton noir et argent que son mari n'aimait pas. Des magasins égayaient l'aspect cruel des grands immeubles. Un étalage de fournitures pour fakir retint l'attention de Colin. Il nota la hausse des prix du verre en salade et des clous à rembourrer, par rapport à la semaine passée. Il croisa un chien et 2 autres personnes. Le froid retenait les gens chez eux. Ceux qui réussissaient à s'arracher à sa prise y laissaient des lambeaux de vêtements et mouraient d'angine. L'agent, au carrefour, avait caché sa tête dans sa pèlerine. Il ressemblait à un grand parapluie noir. Des garçons de café faisaient une ronde autour de lui pour se réchauffer. 2 amoureux s'embrassaient sous un porche. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Ils m'embêtent. Colin traversa la rue. 2 amoureux s'embrassaient sous un porche. Il ferma les yeux et se mit à courir. Il les rouvrit très vite, car il voyait, sous ses paupières, des tas de filles et ça lui faisait perdre son chemin. Il y en avait une devant lui. Elle allait dans la même direction. On voyait ses jolies jambes dans des bottillons de mouton blanc, son manteau de peau de pandour décati et sa toque assortie. Des cheveux roux sous sa toque. Son manteau lui faisait des épaules larges et dansait autour d'elle. Je veux la dépasser. Je veux voir sa figure. Il la dépassa et se mit à pleurer.
Elle comptait au moins 59 ans. Il s'assit au bord du trottoir et pleura encore. Ça le soulageait beaucoup et les larmes gelaient avec un petit crépitement et se cassaient sur le granit lisse du trottoir. Il s'aperçut, au bout de 5 minutes, qu'il se trouvait devant la maison d'Isis Pontozane. 2 jeunes filles passèrent près de lui et pénétrèrent dans le vestibule de l'immeuble. Son cœur s'enfla démesurément, s'allégea, le souleva de terre, et il entra à leur suite.